Deuxième hub d'innovation au monde, juste après la Silicon Valley. D'un mot, City Ventures, là, vous opérez d'où? Vous faites quoi? Bien, on opère de Tel Aviv. Nous sommes effectivement dans ce deuxième hub d'innovation au monde. Et c'est peu de le dire. C'est pas vous qui le dites d'ailleurs, que c'est le deuxième hub. C'est le Wall Street Journal. Ouais. Et c'est un pays dans lequel il y a 8000 startups pour 8,5 millions d'habitants. Donc la plus forte densité de startups par habitant. C'est quand même assez impressionnant. C'est aussi le pays qui a le plus de startups qui sont cotées au Nasdaq, le numéro 2 en fait, après la Chine, société étrangère. D'accord. Et réellement, on navigue avec mon associé Audrey Chocron, avec Sidael, notre fonds d'investissement. On navigue dans cet écosystème et on est ébahi, je dirais, tous les jours. Sidael, pardon, oui, j'ai dit Sidael. Sidael Ventures. Oui, vous liez, donc vous avez donné beaucoup de chiffres. Première place mondiale, c'est vrai, en nombre de startups par habitant. Parce que l'Israël, c'est à peine l'Île-de-France, 8-9 millions d'habitants. C'est la Lorraine, en fait. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, ramené par habitant, vous avez donc 20 licornes en Israël. Ouais, 20 licornes. Donc, licorne, c'est 1 milliard de valo. Et vous avez aussi la relève, là, qui arrive. Exactement. Parce Comment ils s'appellent? Comment vous les appelez? Les poneys. Ouais. Les poneys, c'est les sociétés qui sont aujourd'hui valorisées à 500 millions à peu près. Il y a une liste extrêmement longue et c'est dans des secteurs tellement variés. Israël est en principe connu pour tout ce qui est cyberdéfense, agritech, mais en réalité, Israël s'est vraiment positionné comme un leader dans énormément de secteurs. Ça peut être le cannabis médical, ça peut être la fintech, ça peut être les drones, ça peut être la adtech, la edtech. Enfin, c'est assez. On peut pas tout raconter, mais effectivement, il y a pas que la cybersécurité, comme on a coutume de le dire, ou la défense, parce que voilà, souvent l'armée israélienne est cliente, même avant que ça soit une application civile. Donc voilà, cette histoire, on l'a déjà entendue, et le fait aussi que ça soit un petit pays, on l'avait entendu, mais pas forcément d'ailleurs pour la tech. On le dit depuis des dizaines d'années pour les Pays-Bas, pour la Belgique, pour la Suède, qui ont eu aussi cet écosystème assez rapidement mondial, parce que petit pays, j'entends par la démographie, évidemment, et que du coup, on n'avait pas le choix. Et rapidement, il faut aller voir ses voisins, viser globalement. Il n'y a pas de mais marché. Pour Israël, ça suffit pas, c'est un peu court comme explication, la taille. Oui, c'est un peu court. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour expliquer ce succès-là? Effectivement, pas mal de facteurs que j'ai pu identifier dans les 10 dernières années dans lesquelles j'évolue. Je dirais que premier facteur, c'est vraiment le fait que c'est un pays qui est parti de rien. Il y a 70 ans, c'était un désert. Et réellement, tout Israélien est en fait un pionnier et donc un entrepreneur dans sa nature. Et puis de sa petite enfance, on l'encourage en fait à être un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on va le laisser tout questionner. Même ses profs, même ses parents. Il va tout remettre en question tout le temps. C'est ce qu'on appelle la chutzpah en hébreu, ça veut dire l'audace ou le culot. Ça veut dire que rien n'est acquis, rien n'est conventionnel. Et de la même manière, si vous voulez, on va le laisser évoluer dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. C'est ce qu'on appelle le balagan. Aussi en hébreu, ça veut dire le désordre. Et ça, je pense que ce sont vraiment les qualités qu'on recherche chez un entrepreneur, en fait, de pouvoir évoluer, rebondir, savoir résoudre des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Du coup, ils ont cette manière assez peu conventionnelle d'appréhender les problèmes et d'avoir des technologies qui viennent disrupter en fait de nombreux secteurs. C'est là où on voit que nous, parfois, on a fait un peu le schéma inverse. On est dans une grosse boîte du CAC, on est polytechnicien et on embauche des polytechniciens parce que ça nous rassure. Bon, voilà. Là, c'est pas tant les études, c'est plutôt l'armée, en fait, qui va être le facteur déterminant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'armée? À 18 ans, tous les garçons, toutes les filles doivent s'engager à l'armée pour 2 à 3 ans. Ils peuvent devenir officiers. Très vite, ils vont devoir développer des capacités des plus grands managers. Ils vont devoir diriger des gens, prendre des risques. À côté, prendre des risques pour leur start-up. Je pense que ça peut paraître presque anodin. Et il y a des unités comme ça qui sont plus connues, comme l'unité 8200, c'est l'unité des renseignements cyberdéfense. Tout entrepreneur israélien quasiment vient de cette unité ou d'autres qui lui ressemblent, et c'est les meilleures écoles de programmation informatique au monde. Donc réellement, c'est un point vraiment central, je pense, à l'entrepreneuriat. Les investisseurs sont très friands, Cynthia. On a vu l'an dernier 6,5 milliards de dollars s'investir sur vos centaines de startups. C'est le deuxième pays qui attire le plus de venture capital au monde. C'est 2 fois plus que la France. Alors on est hyper content avec la French Tech. Vous, 8 millions d'habitants et vous faites 2 fois plus que nous. Ouais, il y a des délégations du monde entier qui viennent sans arrêt visiter Israël, s'inspirer du modèle, dégoter les dernières technologies. Et les Français aussi. Il y a eu un réveil dans les 3 dernières années. Il y a de plus en plus de Français qui viennent investir, chercher des technologies. C'est le message que vous portez cette semaine là à Paris? Oui, exactement, parce qu'il y a eu une vraie
demande en fait de la part des dirigeants français, de la part des investisseurs français. Ils viennent et ils ont besoin de comprendre cet écosystème. Comme on disait, il y a 8000 startups, il faut savoir en fait comment naviguer. Ils ont besoin d'être guidés pour investir et c'est pour ça qu'on est là en fait. On connaît tous Waze évidemment, il y a aussi Move It, là, c'est un peu l'équivalent de Citymapper, je crois que c'est encore plus gros, c'est présent dans 800 villes au monde. Est-ce qu'il y a encore un ou deux exemples là, de futures licornes? Il y en a énormément, de futures licornes ou de licornes actuelles, on les connaît pas tous. Vous avez bien sûr entendu parler de Mobileye, c'est sûr, cette société qui a été vendue à 15 milliards de dollars à Intel. Intel, voilà. C'est la reconnaissance, on peut dire, au niveau des... C'est un système anti-collision, en fait, qui va biper dans votre véhicule lorsque vous allez vous approcher trop près d'un autre véhicule ou qu'il va y avoir un piéton ou si vous déviez de votre fil. Et cette société-là, elle est impressionnante. Elle travaille bien sûr sur tous les sujets du véhicule autonome. Mais après, il y a tellement d'autres secteurs. On a amené avec nous à Paris là, 2 startups de notre portefeuille. Une qui est un peu le système qui va remplacer votre garagiste. C'est-à-dire la voiture passe sous un portique. En quelques secondes, elle est analysée. On va analyser tout l'extérieur, on va analyser le moteur, on va vous dire s'il y a des rayures, si vous avez donné un coup dans votre pare-brise, si vous avez un problème de moteur, si vos pneus sont dégonflés, et le tout en quelques secondes. Donc ça, voilà, nous, c'est ce genre de start-up qu'on cherche. Merci beaucoup, Cynthia. Cynthia Fitoussi, donc avec nous ce soir. Seed IL Ventures, donc de passage avec nous pour commenter Israël, le succès donc d'Israël, deuxième hub d'innovation au monde et classé également par Bloomberg dans le top 5 des pays les plus innovants au monde. On est sur BFM Business, on est là tous les soirs. Nous, ça commence à 20h, c'était Kenko à la radio, à la télé.